Comme une fournaise a de son feu bronzé la chair, tous ses fistesses sur la paille, son palais ils n'ont qu'un tout dit, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille, des os et quelquefois des nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sensueux souffle rêveur, à sonner à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est un crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des avis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est là-bas la face terreuse, au corps maigre à l'œil de hibou, au bras de fer à main nerveuse, qui sort ton dos ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, et le rayon de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons, quand sonne sa 20e année pour entrer dans vos bataillons. Cher à casser la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Enfin c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous les drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. On va maintenant passer la parole à Marc Fernand pour nous parler des débuts de la commune à Belleville. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez. Alors, nous sommes ici. Voilà, très bien. Voilà, bon. Voilà, donc nous sommes sur le point le plus haut en fait du funiculaire de Belleville qui a fonctionné des années 1890 jusqu'en 1924. Et là, c'était donc la station la plus haute qui était Jourdain, donc ça allait de République jusqu'à Jourdain, quoi. Voilà. De 1891 à 1924. Alors face à l'église, donc un petit peu là sur notre droite, il y avait la mairie de Belleville. De 1847 à 1975, à 1875, pardon. Et donc, en fait, de 1847 à 1860, ça a été la mairie de Belleville. Et à partir de 1860, il y a eu l'annexion de Belleville. Et donc, ça a été la mairie du 20e jusqu'en 1875, avant qu'il y ait la mairie qui existe aujourd'hui, place Gambetta. Alors Belleville avait été arbitrairement coupée en deux par le baron Haussmann, qui n'aimait pas du tout cette partie est de Paris, qui était une partie assez révolutionnaire de Paris. Et donc le baron Haussmann en fait a arbitrairement coupé en deux le 19e et le 20e arrondissement. Ce qui fait que de ce côté gauche vous êtes aujourd'hui sur le 20e arrondissement, du côté droit vous êtes sur le 20e arrondissement. Donc ça a été sur le 19e, oui. Là c'est le 20e et de l'autre côté c'est le 19e. J'ai une bêtise, non? Pardon, oui. Oui. Ça m'arrive souvent de dire des bêtises, hein, vous avez, bon, voilà. Donc voilà, c'est le contraire, voilà. Donc voilà. Alors pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, les républicains réactionnaires, on peut dire, donc au pouvoir depuis le 4 septembre 1870, c'est-à-dire suite au désastre de Sedan, ils forment un gouvernement dit de défense nationale. Alors en fait, Marx dira, ce gouvernement de défense nationale, c'est en fait un gouvernement de défection nationale. Voilà. Et ce gouvernement en question est beaucoup plus méfiant à l'égard des partageux, à l'égard des Parisiens. Il est beaucoup plus méfiant vis-à-vis des Parisiens que vis-à-vis des Prussiens, puisque bon, c'est plutôt un gouvernement, voilà, franchement réactionnaire. Alors le Jules Trochu, qui est le gouverneur de Paris,
Victor Hugo l'appellera Jules Trochu. Trochu, participe passé du verbe trochoir. Hein, voilà. Donc lui, il préfère la défaite à la victoire, parce que c'est plus facile de s'arranger avec les Prussiens que de s'arranger avec les Parisiens, quoi. Alors il y a plusieurs tentatives d'instaurer une commune. La première tentative pour instaurer une commune, c'est le 31 octobre 1870, et c'est un échec. Alors il y a Gustave Flourens, dont on va reparler après, on l'appelle aussi le chevalier de la Révolution. C'est un héros de Belleville, héros de Belleville qu'on trouve dans le roman de Jean-Pierre Chabrol, qui s'appelle Le Canon Fraternité. Hein, voilà. Donc c'est vraiment le héros de ce roman-là. Il y a Gabriel Ranvier, qu'on appelle le Christ de Belleville à cause de sa maigreur. On va en reparler aussi tout à l'heure. Et puis Henri Boer, donc à l'occasion de cette première tentative de commune, donc les trois vont se trouver incarcérés. Et puis après, bon, il y a on va aller un petit peu vite, hein, mais le 22 janvier 1871, il y a donc une deuxième tentative de commune, donc Boer et Flourens, qui sont en prison à ce moment-là. Enfin, les trois vont être incarcérés, mais donc Boer et Flourens donc, vont être libérés par les blanquistes. Hein. Et puis Ranvier, lui, Gabriel Ranvier, était déjà parvenu à s'échapper avant cette date. Et puis une troisième insurrection, qui est celle évidemment que vous connaissez tous, qui est celle du 18 mars 1871. Et donc le 17 mars, Thiers a fait arrêter Blanqui, hein, donc, qui était malade. Et parallèlement à ça, donc les canons qui étaient sur la place des Vosges ont été ramenés sur cette place-là. Donc ce qui s'est passé sur cette place est à peu près la même chose, grosso modo, que ce qui s'est passé sur Montmartre, quoi. Donc ça s'est passé à plusieurs endroits de Paris, évidemment, quoi. Voilà. Alors donc 18 mars, donc même chose qui s'est passé ailleurs. Lors de cette insurrection, le général, c'est le général Faron à l'époque, le général Faron, donc il cherche à s'emparer des canons. Il se passe la même chose que partout ailleurs, donc il ordonne de tirer sur le peuple, mais les soldats refusent, et donc il doit battre en retraite. Voilà. Alors le 18 mars, en fait, c'est pas la commune, hein, puisque la commune, les communards, en fait, étaient des gens qui tenaient vraiment à être légitimes dans leurs actions. Donc ils vont par un vote créer une commune, quoi. Donc. Et ce vote donc aura lieu le 26 mars 1871. Et la proclamation de la commune, c'est le 28 mars 1871. Donc en fait, la commune, elle dure du 28 mars jusqu'au 28 mai. Quoi. Alors sur cette même place, donc là, bon, il y a la commune, voilà, et donc sur cette même place, donc comme les Versaillais, lors de la semaine sanglante du 21 au 28 mai, ils vont rentrer du côté ouest de Paris pour aller jusqu'à l'est. Évidemment, Belleville, ça va être le dernier rempart de la commune. Et donc le 24 mai, sur cette même place, il va y avoir de très violents combats, les combats de la semaine sanglante, hein, et tous les fédérés vont être massacrés, quoi. Voilà. Et alors il y a encore une autre date, c'est le 27 mai, ce sont les derniers échanges entre les membres de la commune. Alors il n'y a plus Flourens, parce que Flourens a été assassiné, puisqu'en fait il a été tué alors qu'il était désarmé, quoi. Il a été assassiné le 3 avril, donc il n'y a plus Flourens. Il y a Eugène Varlin. Alors Eugène Varlin qui sera carrément assassiné le lendemain, à l'endroit où les généraux Lecomte et Thomas ont été fusillés. Théophile Ferré, qui est un des deux plus jeunes membres de la commune, lui, il va être fusillé à Satory le 28 novembre 1871. Alors il y a également Alexis Trinquet et Francis Jourde, qui eux vont être déportés en Nouvelle-Calédonie.
Par contre, Gabriel Ranvier, Jules Vallès et Édouard Vaillant vont parvenir à se réfugier à Londres. Voilà. Maintenant, je crois que la parole est à Patrick. Merci Marc. Alors nous sommes ici près de la plaque commémorative au premier étage de l'immeuble là-bas, donc au 137 rue de Belleville, donc qui commémore l'appartement de Zéphirin Camelina, donc qui était évidemment un communard, et donc c'était les Amis de la Commune de Paris qui ont fait mettre cette plaque. Né en 1840, fils d'un vigneron de Lyon, Camelina devient ouvrier monteur en bronze et travaille 5 ans pour Charles Garnier sur l'Opéra de Paris. En 1864, Camelina signe le Manifeste des 60 en faveur des candidatures ouvrières. Il est l'un des premiers adhérents de la Première Internationale, dont il est délégué à son premier congrès à Genève en 1866. En 1867, il anime une grève victorieuse des ouvriers bronziers parisiens qui aboutit à une augmentation des salaires de 25%. Après avoir signé en juillet 70 le manifeste de l'Association internationale des travailleurs contre la guerre, adressé aux travailleurs de tous les pays, Camelina publie le 11 septembre, au nom des sections françaises de l'AIT, l'adresse au peuple allemand pour qu'il mette fin à la guerre et fonde les États-Unis d'Europe avec le peuple français. Porte-drapeau du 209e bataillon de la garde nationale pendant le premier siège de Paris, il se bat à Champigny et Montretout. Gambetta le missionne pour la réquisition du bétail jusqu'à Corbeil. La commune charge Camelina d'organiser la poste avec Albert Tess, puis le nomme directeur de la monnaie le 3 avril 1871. Il fait fabriquer 256 000 pièces de 5 francs Hercule en argent. Les 23 et 24 mai, il serait parvenu à réaliser quelques nouvelles pièces de 5 francs portant sur la tranche « Travail, garantie nationale », remplaçant l'inscription initiale et impériale « Dieu protège la France ». Pendant la semaine sanglante, il fait distribuer 30 000 pièces aux combattants fédérés et se bat sur la barricade de la rue des Trois Bornes dans le 11e arrondissement jusqu'au dernier moment. Il assiste à la mort de Delécluse et à la blessure mortelle de Vermorel. Puis il réussit à s'échapper jusqu'en Angleterre où il travaille comme ouvrier bronzier et se syndicalise au Trade Union. Comme les autres membres de l'AIT, il est d'une honnêteté rigoureuse, puisque lors de son départ pour l'exil, pas un sou ne manque dans les caisses ni une monnaie dans les collections. Pourtant, le 12 juillet 1872, le 19e Conseil de guerre condamne Zéphirin Camelina par contumace à la déportation, je cite, pour insurrection, pillage et vol à la monnaie de 153 000 francs. Camelina est l'un des fondateurs de notre association en 1882, qui s'appelait à l'époque l'Association fraternelle des anciens combattants et amis de la commune. Je crois que maintenant nous allons descendre. Je parle de... Ouais, ou je parle maintenant de Dumay. Bon, écoutez, on va passer près de la rue Jean-Baptiste Dumay, hein, on va passer tout à l'heure, ce qui permet d'aborder les communes qui ont existé brièvement en province, Lyon, Saint-Étienne, Le Creusot, Limoges, Narbonne, Toulouse et Marseille. Jean-Baptiste Dumay est né orphelin en 1841 au Creusot, en Saône-et-Loire. Après avoir organisé des grèves aux usines Schneider en 1870, il est licencié. Mais après la déchéance du Second Empire, Schneider s'enfuit en Angleterre le 24 septembre et Dumay est nommé maire provisoire au Creusot, malgré Gambetta. Le 26 mars, Dumay proclame la commune au Creusot avec la garde nationale et les ouvriers. Il déclare que, je cite, « toutes les mesures d'administration communale seront immédiatement soumises à l'appréciation du peuple en réunion publique ou par voie d'affiche ». Mais l'armée reprend la ville 2 jours après et Dumay se réfugie en Suisse jusqu'à l'amnistie partielle de 1879. Il retourne au Creusot et anime une grève à Montceau-les-Mines. En 1882 à Paris, il milite au Parti ouvrier socialiste révolutionnaire avec Jean Alman. A tout à l'heure.